Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Lebeau et aujourd'hui, j'interroge Guillaume Féot. Guillaume Féot déniche, collectionne, reproduit et crée des boiseries recherchées par les grands donneurs d'ordre du luxe international. Son showroom, abrité sous une verrière Eiffel dans le 17e arrondissement, regorge de trésors anciens et contemporains. Et Guillaume Féot est un guide passionné qui pourrait vous promener pendant des heures, de siècle en siècle, de décor en décor, de lac en feuilles d'or. Guillaume Féot est un patron d'atelier esthète, érudit et exigeant, mais aussi pédagogue, facile d'accès et curieux. J'ai la chance de le fréquenter depuis mes premiers pas dans les métiers d'art, alors que nous étions voisins de stand sur le salon Révélation. Il était temps que je vous le présente. Bonjour Guillaume Féot. Bonjour Raphaël. Je suis ravie d'être ici. Ça fait longtemps qu'on se connaît et que je viens m'émerveiller des beautés de cette rue Logier. Mais c'est la première fois qu'on va prendre le temps de se parler et de raconter votre histoire parce que vous avez une histoire assez phénoménale dans les métiers d'art que vous allez nous dévoiler aujourd'hui. Comment ça a commencé cette histoire? Comment la beauté est entrée dans votre vie? Alors déjà, il y a deux histoires. Il y a mon histoire à moi, il y a l'histoire de la société. Tout petit, j'ai grandi ici. Mon père avait géré cette société et donc j'ai passé toute ma jeunesse à venir ici. J'étais fasciné par l'endroit parce qu'on a un espace qui est assez unique, à 1800 mètres carrés, qui a été créé en 1886. Alors la société a été créée en 75, était rue des Mathurins avant, près de l'Opéra de Paris. Et le fondateur a construit ce bâtiment et 3 immeubles dans la rue pour créer sa société dans cet espace qui est assez merveilleux, donc qui n'a pas bougé depuis 150 ans, ce qui est unique et rarissime à Paris. Il y a très peu d'entreprises qui ont gardé leur espace d'origine, et on sent quand on vient ici le poids de l'histoire, le poids de l'ancienneté de toutes ces collections qui ont été constituées depuis maintenant quasiment 150 ans. Et ça, alors cette société, le fondateur, c'était quoi son métier à lui? Il était ébéniste? Non, alors le fondateur, il était quelque part un peu ébéniste. En fait, il faisait de la création de mobilier, de miroirs. C'était un grand doreur et un peintre. Et il faisait tous les métiers qui étaient en rapport avec la décoration haut de gamme dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'à Paris, dans les années 1875 jusqu'à la Première Guerre, il y avait des immenses fortunes, des industriels, des banquiers, des hommes d'affaires. Il y avait aussi déjà des grands clients étrangers, anglais, déjà américains, même russes, qui venaient à Paris pour acheter le style français et la qualité française et le savoir-faire français en matière d'art de vivre. Donc c'est vraiment l'âge d'or de la société. Donc nous, on était spécialisés en création de décors, mais au sens large, c'est-à-dire qu'il avait même une ligne de mobilier qu'il pouvait proposer à ses clients chez qui il faisait les décors. Et il avait une clientèle assez extraordinaire, comme Bonnie de Castellane, qui a été assez fou pour recopier le Grand Trianon de Versailles, avenue Foch, ou Madame Euphosie de Rothschild, qui a fait la fondation à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ou des princes russes, ou les Ford, ou des gens comme ça, les Gainsbourg, enfin des grandes familles anglaises. Il avait une clientèle assez extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment l'âge d'or de la société, et c'est grâce à ses clients qu'il a pu créer cet espace où j'ai grandi. Et en fait, depuis la guerre de 14, il y a eu un vrai choc, c'est-à-dire que le fondateur a perdu une bonne partie de ses employés au front, il l'a pas supporté, il en a fait une dépression, il en est mort, et après la société a été reprise par un autre monsieur Grelou, en 1919, et depuis 1919 jusqu'aux dans les années 90-95, la société a
tout doucement réduit son chiffre d'affaires, réduit le niveau d'affaires. Elle a continué à exister, mais sans se développer. Sans se développer, voilà. Et en tout cas, en ne retrouvant pas le niveau d'avant la guerre. D'or. Alors mon père était comme Monsieur Grelout décorateur, donc il faisait des paires de rideaux, des canapés. Quand j'ai grandi ici, il y avait encore des ateliers de tapisserie, on faisait des rideaux, on faisait du canapé, du siège, un peu de patine en boiserie. On faisait 1 ou 2 boiseries par an pour des clients particuliers français, des hommes d'affaires, des avocats, des choses comme ça. Et on travaillait assez peu pour les confrères décorateurs. Mais il y avait quand même déjà quelques décorateurs qui venaient, mais c'était quand même relativement une faible partie du chiffre d'affaires. Et moi, quand j'ai commencé à bosser avec mon père, donc j'ai d'abord fait des études, une petite école de commerce, après une université, j'ai fait un MBA en Californie. Et en même temps que le MBA en Californie, j'ai travaillé pour un décorateur américain qui a vu les papiers que j'avais avec moi sur la société. Il m'a dit, mais nous, on est incapable de gérer le problème de la boiserie quand on fait des chantiers, et vous avez un savoir-faire unique en la matière. Alors, j'avais déjà cette idée en tête, mais il m'a confirmé ce que j'avais déjà en tête, et donc je suis rentré en France, et j'ai repris l'activité de papa en lui expliquant qu'il fallait changer le métier premier, et qu'on ne soit plus décorateur, mais fournisseur de décorateurs. Donc ça a été un petit peu long à se mettre en place. Mais oui, qu'est-ce qu'il en a pensé, ça? Parce qu'il travaillait encore. Il travaillait encore. Alors quand je suis rentré, j'ai fait un gros chantier avec lui pour Taïwan-Robuchon à Tokyo, en 3 ans, ce qui m'a amené à bien comprendre les rouages de la société. J'ai compris ce qui allait pas. Après, pendant 3-4 ans, j'ai cassé beaucoup de choses. J'ai changé des habitudes qui étaient pas bonnes. Donc j'ai trouvé des nouveaux partenariats. J'ai monté un atelier de menuiserie avec un partenaire qui était assez extraordinaire, qui m'a permis de changer beaucoup de choses. Et après, mon père a compris que j'avais raison. Oui, vous lui avez prouvé en fait. Je lui ai prouvé, mais ça a été un petit peu... Il a eu un pépin de santé, donc il a été obligé de ralentir, et il m'a vendu la société, et j'ai récupéré la société à la fin des années 90, tout début 2000, et après on est reparti sur le modèle que j'avais en tête. Voilà. À partir des années 2000, on a retrouvé le chiffre d'affaires d'avant la guerre de 14. Et vous aviez la trace de ce chiffre d'affaires d'avant la guerre de 14 ? Oui, on peut imaginer en regardant le niveau des chantiers qui a été fait, et comme on a une bonne connaissance, je suis passionné par ce métier-là, donc je fais des recherches sur quel chantier, le volume, qu'est-ce qu'on a fait comme pièces dans ces maisons, et je me suis rendu compte à peu près du niveau d'affaires qu'on avait. Donc on a même augmenté le chiffre d'affaires qu'il y avait avant la guerre de 14. Oui, parce qu'il y a toute cette dimension, et c'est vrai que quand je vous demande de me parler de vous, vous commencez par me parler de l'histoire et du patrimoine de la maison, mais il y a toute cette dimension en vous d'historien, de collectionneur, de fou du passé. Votre père déjà collectionnait les boiseries anciennes, ou c'est vous qui avez initié ça ? Il commençait à collectionner les boiseries anciennes. Il y avait un vieux fond ici. Il y avait beaucoup de pièces anciennes qui avaient été achetées depuis longtemps, mais il n'y avait pas forcément le niveau de qualité qu'on a maintenant. 80% de ce qu'on a ici, c'est moi qui l'ai acheté. D'accord. Donc, oui, donc on peut quand même dire que c'est vous qui avez beaucoup initié ça. Et... Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est assez unique, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de sociétés, enfin pas beaucoup, il y en avait une quinzaine à Paris qui faisaient ce qu'on fait maintenant, avec plus ou moins de clients, plus ou moins de qualité, mais il y avait quand même quelques grosses maisons qui avaient beaucoup de stocks de boiseries. Toutes ces sociétés ont fermé les unes après les autres, et moi j'ai réussi à récupérer des stocks entiers de décors, et de documents et d'archives papier, ce qui m'a permis, en fait, une espèce de concentration, il y a un effet de corner, donc on a racheté vraiment des centaines de fragments de décors, des dizaines de boiseries historiques, dans des conditions parfois rocambolesques, et ce qui nous a permis d'avoir un stock qui n'est pas normal, on ne devrait pas avoir autant de stock. Mais comme j'étais le seul à acheter tout ça, ça valait pas grand-chose ? Alors si, ça a toujours valu un peu d'argent, mais là, il a fallu faire de l'optimisation, il a fallu jongler avec les clients, trouver des systèmes pour pouvoir racheter dans des bonnes conditions, des choses en dépôt, et puis trouver des clients qui ont racheté des choses assez chères, et qui m'ont permis de racheter d'autres choses. Mais j'ai eu la chance de tomber sur des choses absolument extraordinaires. J'ai un jour une cliente américaine qui vient me trouver sur un salon, une biennale des antiquaires à Paris, et qui me dit, j'ai acheté une maison à Houston au Texas. Donc je me suis dit, mais pourquoi elle me raconte sa vie, ça m'intéresse pas. Sa maison à Houston me passionne pas du tout. Puis elle me dit, mais avec ma maison, il y avait un entrepôt rempli de vieilles boiseries, comme ce qu'il y a sur le mur de votre stand. Je lui dis, bah t'as bon. Et elle me dit, mais ces boiseries, j'en veux pas. Et elle me sort. Là, ça vous intéresse. Et là, ça m'intéresse. Et là, elle me sort un paquet de photos, et je tombe sur des photos extraordinaires de décors, 3 décors d'Alpace Vendôme, un décor de Ruhlmann, un décor de Prince, du Emilio Terry, des choses vraiment fabuleuses. Pour bien qu'on comprenne, en fait, c'est des hôtels particuliers parisiens qui, quand ils ont été vendus, les boiseries ont été démontées. Alors depuis toujours, même à Versailles, quand Louis XV ou Louis XVI ont changé des appartements faits précédemment, ils ont retiré des éléments de Louis XIV ou Louis XV sous Louis XVI, et pour remettre des choses plus à la mode. Quand au XIXe siècle, on a
fait la grille des batailles, ils ont retiré des dizaines de boiseries. Et par chance, ce n'est pas détruit dans ces Non, cas. alors les éléments de Versailles sont restés à Versailles, du moins en grande partie, mais dans les grands hôtels particuliers parisiens, il y a toujours eu de la récupération, et heureusement. Déjà à l'époque, ça valait très cher. On a retrouvé des vieilles gravures 18e, on voit déjà des publicités de démolisseurs lors des démolitions à ces moments-là. Donc là, cette dame, dans son entrepôt de sa maison, elle avait des décors de... Alors en fait, j'ai creusé un peu, parce que quand j'étais là-bas, je suis rentré dans un entrepôt qui faisait quand même 5000 mètres carrés, donc c'est gigantesque. Et il y avait des dizaines de décors. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est quand même dingue cette histoire. Et il y avait une curator, donc une conservatrice qui était en charge de négocier pour cette dame, avec qui j'ai noué des liens particuliers, et elle m'a expliqué toute l'histoire. Et en fait, l'ancien propriétaire de la maison et de l'entrepôt avait acheté dans les années 60-70 des dizaines de décors à Paris. C'était quelqu'un qui était très riche, qui était dans le pétrole, et qui a voulu se diversifier dans l'hôtellerie haut de gamme, et qui a construit des grands hôtels à San Diego, Dallas et Houston. Et pour ces hôtels, il a eu l'idée d'acheter plein de décors pour les mettre dans ses nouvelles réceptions, dans ses hôtels. Et puis, il en a acheté plein, et après, il a essayé de mettre en place son idée, et il n'a pas trouvé les bons partenaires, donc ça n'a pas marché. Il a fait 2-3 essais qui ont été très compliqués et mal faits, mal proportionnés, donc il a abandonné. Et grâce à ça, j'ai pu récupérer tous ces éléments-là qui sont revenus en France dans les années 2000, voilà. Alors, du coup, il y a une dimension quand même économique de cette ascension entrepreneuriale. Quand vous reprenez la société dans les années 2000, donc, comment vous avez les fonds pour tout ça? Alors, j'ai eu les fonds parce que j'ai su nouer des liens particuliers avec des grands clients, à qui j'ai fait comprendre que j'avais une vraie passion, une vraie appétence pour cette activité-là. Donc ils ont compris, vous savez, les milliardaires américains ou allemands ou étrangers, quand ils voient quelqu'un de passionné, ils ont forcément... Ça les touche, voilà, forcément. Et qu'en plus, ils ont besoin de vous, ça les touche encore plus. Et quand après, ils vous utilisent pour mettre en place leurs rêves, ils sont encore plus touchés parce que on arrive à créer des choses pour eux qui sont extraordinaires et qui sont même au-delà de leurs attentes. Donc, vous créez des liens qui sont... extraordinaire. Et des gens qui même 20 ans après, me rappellent et m'invitent une semaine chez eux, à Gstaad ou dans des maisons fabuleuses, pour se rappeler ces bons souvenirs et regarder les pièces que j'ai fait pour eux. C'est sûr, parce que acheter un décor chez vous, c'est une expérience. Une rencontre avec vous, c'est une rencontre avec l'histoire, c'est une rencontre avec la matière, le savoir-faire. Et c'est toute cette expérience de créer un décor qui vient du passé et qui est en même temps contemporain, puisque vous refabriquez, vous vendez pas systématiquement, en tout cas, des décors anciens. Non, en fait, je vends assez peu de décors anciens, j'essaie d'éviter un petit peu. Avant, je le faisais plus. Maintenant, on essaie les très beaux décors. On se rend compte qu'une fois qu'il est vendu, on l'a plus. Donc, on peut plus, on s'en inspire moins. Automatiquement, je fais des moules de tout ce que je vends pour garder des traces pour le futur, hein, parce que c'est très important quand on a un très beau décor et qu'on le vend, ça arrive quand même de faire des empreintes, donc des moulages, et tous les éléments sensibles pour pouvoir les proposer, les remasteriser, refaire de la création à partir de ça. C'est un élément très important de notre qualité de production, c'est-à-dire qu'on s'inspire très souvent des décors faits par les grandes stars du 18e, du 19e, même du début du 20e, et en fait travailler à partir d'un décor créé par quelqu'un d'extraordinaire comme Ledoux, comme Percier-Fontaine, qui étaient des gens qui étaient d'une exigence, d'une créativité, c'était vraiment des gens extrêmement... professionnels, qui faisaient des choses sublimes et qui en plus s'appuyaient sur un niveau d'artisanat extraordinaire. Donc il y a l'effet double, d'abord de la créativité et en plus de la qualité d'exécution qui est hors norme. Et quand vous remasterisez des éléments à partir de cette source-là, la qualité que vous offrez à vos clients, elle est complètement différente, elle n'a rien à voir. On a un niveau de production qui après est au niveau de ces gens-là. Donc on remet notre métier à un niveau très très haut de gamme. Alors justement, on n'a pas parlé de vos ateliers, mais vous avez rapidement intégré des ateliers de fabrication. Alors on a des ateliers de fabrication, on a 2000 mètres carrés à Champigny-sur-Marne uniquement dédiés à la finition, donc tout ce qui est travail de boisage, donc patine du bois, peinture, dorure. On a un atelier près de l'aéroport Charles de Gaulle où on a 1000 mètres carrés avec une douzaine d'artisans qui font uniquement du staff, résine et plâtre. Et puis on a un atelier dans les Charentes avec une vingtaine de menuisiers et une branche près de Paris où on a une dizaine de personnes qui sont plus proches de nous, voilà. Mais pourquoi c'est aussi éclaté? C'est que vous avez racheté des activités? Alors,
J'ai un système qui est assez intelligent où j'ai des partenariats avec des gens qui travaillent exclusivement pour moi. D'accord. Souvent, j'ai une partie de leur capital. D'accord. Mais eux sont aussi intéressés. C'est très important qu'ils soient impliqués. Bien sûr. Ils ont une partie du capital, ils ont une partie du bénéfice des ateliers. C'est un système qui est assez intelligent, qui permet d'éviter d'avoir 300 personnes en permanence. Complètement. Et ça me permet... Alors j'ai un très gros réseau, parce que dans nos métiers, il faut être souple. On fait des chantiers hors normes avec parfois des bâtiments qui font plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Donc ça implique une logistique énorme et une capacité de production qui doit être capable de s'adapter en permanence à ce genre de chantier. Donc il y a des moments où je peux avoir besoin de 40 doreurs, de 30 sculpteurs pendant 6 mois. Et après, 6 mois après, il m'en faudra pas de doreurs pendant 3 mois. Et puis de nouveau, j'en aurai besoin de 25. Donc on peut pas lisser ce genre de chantier. On est obligé d'avoir des ateliers en propre, mais on embauche des gens en freelance, on monte des équipes par chantier, voilà. Alors ça, c'est valable pour tout ce qui est finition, c'est valable pour tout ce qui est sculpture sur bois, parce que vraiment, il y a des moments où on en a besoin, et puis des moments où on n'en a pas besoin. Donc il faut être flexible par rapport à ça, il faut avoir un très grand réseau, il faut savoir qui fait quoi, les appétences des uns et des autres, et vous avez des artisans qui vont vous faire une moulure Louis XVI en 3 jours, et il y en a d'autres qui vont vous la faire en 1 semaine et qui la feront moins bien. Donc il faut savoir qui fait quoi et comment. C'est une connaissance voilà. très fine. Voilà. C'est un réseau, savoir qui travaille comment, avec quelle patte, avec quelle intelligence collective. Exactement. Mais du coup, ces doreurs qui viennent en freelance, le reste du temps, ils sont indépendants. Ils sont indépendants, mais ils vont travailler chez la concurrence. Mais ça, la concurrence ne l'avoue pas forcément, mais tout le monde fait comme ça. Mais bien sûr. Voilà. Ce qu'on peut dire et qui est intéressant et qu'on a tous envie d'entendre, c'est que le marché est florissant pour des maisons comme les vôtres. Le marché est florissant, oui. On est... Moi, quand j'ai démarré cette activité, il y a maintenant 30 ans, on faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, entre 15 et 20 millions d'euros, ça n'a plus rien à voir. C'est changer d'échelle. Exactement. Et on a des perspectives de croissance qui sont énormes parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des possibilités à l'étranger qui étaient fabuleuses. Oui, c'est ça. Et c'est là où la France a une offre et une proposition unique au monde. On peut le dire, ou est-ce que je dis ça parce que je suis chauvine et que j'exagère ? Non, bien sûr. On a une qualité qui est vraiment unique. On a un savoir-faire qui est unique, on a une notion de la proportion, une notion des arts décoratifs, et on a réussi à garder un tissu d'artisanat d'art très haut de gamme que beaucoup de pays ont perdu. Le cas le plus intéressant, c'est l'Italie, par exemple. L'Italie est un pays qui est extraordinaire et qui a un savoir-faire unique, qui a une histoire des arts décoratifs qui est fabuleuse. Mais ils n'ont plus d'entreprise dans le domaine de la boiserie classique, il n'y a plus personne. Ils ont tous disparu. On travaille souvent à Venise, à Florence, dans des grands palais extraordinaires là-bas. Là, on vient de finir une fondation privée à Milan de 3000 mètres carrés. Les clients nous ont dit, il y a personne. Et les architectes avec qui on travaille sur place, les architectes des monuments historiques italiens, nous disent que, en matière de boiserie, ils n'ont plus de sociétés qui ont le niveau de production de la nôtre. Et vous savez comprendre l'erreur qu'ils ont faite qui font qu'il n'y a plus d'artisans chez eux ? Oui, en fait, les entreprises ont disparu. Comme en France, il y a 70 ans, il y avait une dizaine d'entreprises qui faisaient de la décoration haut de gamme et classique. Maintenant, ils font tous du design. Alors, au niveau du design, ils sont très forts. Là, ils ont pris une certaine avance. En Italie. En Italie, voilà. Ils sont très très forts. Il y a un tissu industriel très important de PME qui font des choses contemporaines. Et là, ils ont réussi à garder une qualité au top. Par contre, le classique, c'est pas la même chose. C'est ça. En fait, ils sont entrés dans l'effet de mode du design et de l'industrialisation des savoir-faire d'une certaine manière. Exactement. Alors qu'en France, il y a quand même eu des résistants, des derniers Mohicans, qui ont gardé des techniques et des savoir-faire qui n'étaient pas à la mode. Exactement. Bah, c'est comme nous. Nous, on est vraiment les derniers Mohicans. Et je pense qu'on aurait pu disparaître à un moment. On s'est accroché. Et le fait de récupérer en plus toutes ces archives et ces documents des autres entreprises qui ont fermé ont fait qu'on est... C'était un grand décorateur américain hyper connu qui a refait la Maison Blanche il n'y a pas très longtemps, pas pour Trump, qui me disait qu'on est des superman de la boiserie. Ouais. Parce que ici, pour un décorateur américain, quand il vient ici, c'est comme un magasin de jouets, Candy Shop for Interior Design. Ils adorent. Et quand ils déambulent dans les 1800 mètres carrés, ils trouvent plein de modèles sublimes. On a un bureau d'études avec 15 dessinateurs qui est capable en espace de 2 heures, de leur recréer. Ils sélectionnent un petit bout de boiserie qu'ils adorent. Ils nous envoient un fichier AutoCAD de la pièce. 2 heures après, on a un plan magnifique qui est imprimé ici avec leurs pièces dessinées. C'est ça. Et en fait, je trouve que c'est là où ceux qui ont tenu gagnent ce beau défi d'une façon magistrale, c'est qu'ils le gagnent avec beaucoup d'innovation. C'est très beau ici parce que quand on arrive dans le showroom, c'est une petite porte en bois qui n'a l'air de rien et on arrive dans une caverne d'Ali Baba extraordinaire, pleine de trésors. Et à droite, il y a le bureau d'études où là, c'est des ordinateurs, des imprimantes. J'avais jamais vu des imprimantes aussi grandes avec, là, j'ai vu des jeunes plutôt, ils ont, je sais pas quel âge ils ont, mais bon voilà, ils ont tous à peu près la trentaine. Et c'est main dans la main en fait, entre un bureau d'études
études, avec de la conception 3D, avec des archis et ce patrimoine extrêmement fort, c'est ça en fait qui sont les métiers d'art d'aujourd'hui et de demain. Bien sûr, parce que c'est l'avenir. Il faut s'ouvrir sur l'avenir, sur les techniques d'impression. On s'est mis au scan, à l'impression 3D. On a beaucoup investi dans ce domaine-là. C'est extrêmement important d'avoir un œil sur le futur et d'être capable d'appréhender ces nouvelles technologies. C'est capital, c'est l'avenir. Mais il faut garder la qualité des anciens. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut garder ce niveau de qualité hors norme que l'artisanat d'art haut de gamme français avait au 18e, au 17e, dans les années 30. Il faut qu'on conserve cette qualité-là et il ne faut pas prendre de raccourcis. L'avenir, c'est l'ultra-luxe. Complètement d'accord. Notre avenir, en tout cas, c'est l'ultra-luxe. Et on tient à le garder. Oui, mais complètement d'accord. C'est cette excellence et cette exigence qui fait la valeur ajoutée des métiers d'art aujourd'hui. Mais quand on voit l'explosion du marché et de la demande, comment garder cette excellence à ces dimensions-là, aux grandes échelles? Parce qu'il y a un moment où les capacités de production sont limitées et la demande est énorme parce que les grandes fortunes sont de plus en plus nombreuses, qu'elles ont la culture de ce goût français et qu'elles ont l'envie de ce goût français, et que finalement, il y a peu d'ateliers aujourd'hui qui sont capables de les satisfaire. C'est là où il faut, en amont, former des jeunes. On a beaucoup de compagnons du Tour de France qui viennent au bureau. Il y a des jeunes qui, après, remontent des ateliers, qui commencent à travailler pour nous en sous-traitance. En fait, il faut développer un gros réseau. Et quand on est bien organisé, on peut, tout en restant flexible, avoir une capacité de production très importante et appréhender plusieurs chantiers de 10, 20, 30 000 mètres carrés en même temps, dans des volumes de chantiers très, très importants. Et c'est là où votre flexibilité et l'écosystème que vous construisez, je le trouve particulièrement sain pour les métiers d'art. Par rapport à une option où vous auriez internalisé 100% des savoir-faire, c'est que ce que vous faites, en fait, c'est que vous reconstituez tout un écosystème qui pourrait vivre sans vous. Bien sûr, si jamais vous étiez plus là. Si on était et ça, c'est important pour le secteur. Important. Exactement. Et si on était amené à disparaître, ils iraient chez la concurrence ou ailleurs, ils continueraient avec les techniques qu'on a mis en place. Et je pense que ça perdurerait. C'est très important. Mais notre métier doit rester flexible. C'est-à-dire que si les grosses maisons ont fermé, c'est parce que, comme Janssen avait 300 personnes à Saint-Symba dans ses ateliers, et il y avait 15 laqueurs, et très souvent, il y avait besoin de 5, et donc ils payaient 10 personnes à rien faire. Donc ça, économiquement parlant, c'est pas viable. Non. En tout cas, il y a des problèmes de marge qui sont répercutés dans les prix de vente. On est quand même dans un métier très concurrentiel. Donc, on est en permanence mis en concurrence avec d'autres ateliers, même si jamais ils n'ont pas nos spécificités. Les décorateurs, une fois qu'on a fait les plans, ils ont envie d'aller faire chiffrer ailleurs ce qu'on a dessiné. Donc, on le sait, ça. Donc, il faut qu'on soit en phase avec notre marché. C'est très important. Donc, il faut faire attention à tout ça. Oui, c'est très important. Je suis complètement d'accord et je trouve que ça ouvre une réflexion importante sur la construction du modèle économique des métiers d'art avec la souplesse et la flexibilité. Et je pense que votre modèle est inspirant et doit nous inspirer pour les autres ateliers. Oui, bien sûr. Alors justement, dans votre écosystème, vous avez aussi des ateliers amis, un peu frères et sœurs. Je pense à Anne Daven qui fait beaucoup de lacs. Bien sûr, oui. À vos côtés. Vous partagez le salon Révélation avec elle depuis plusieurs années. Votre stand est partagé. C'est une des questions du podcast que j'aime poser. Je sais pas, je veux pas vous mettre les réponses dans la bouche, mais est-ce qu'on peut parler des anges gardiens ou des personnes qui vous ont accompagné, épaulé dans votre parcours au sein des métiers d'art? Bien sûr, mais une fois qu'on est passionné, il y a plein d'anges gardiens qui vous protègent et qui vous aident. Anne, on est copains depuis plus de 30 ans. Mon grand-père travaillait avec son grand-père, mon père travaillait avec son père. Il y a des choses comme ça qui se perpétuent. Elle est à 5 pâtés de maison d'ici, rue des Acacias, on est juste à côté. Donc dès que j'ai un problème de lac, forcément on travaille ensemble. D'abord, on aime ça. Je connais tous les gens qui travaillent chez elle. Mais oui, ils sont depuis 20 ans, donc vous êtes tous voilà. J'adore les blaguer avec eux, mettre en place des échantillons, travailler sur des prototypes et puis produire des chantiers. C'est un vrai bonheur. Et ramener les clients quand ils passent 2 heures ici, qu'après je les amène là-bas et qu'ils voient les gens les mains dans le cambouis en train de faire des lacs merveilleuses. Enfin, c'est pas du cambouis, mais... du joli cambouis. Et c'est extraordinaire. Ouais. C'est très important pour nous. Et puis en plus, ce qu'elle crée est magique. J'ai une expérience très amusante en ce moment. On travaille à Hong Kong dans 2 des plus belles maisons qui sont en chantier dans la ville. Donc ce sont pour des clients chinois, c'est la plus grosse fortune de Hong Kong. Et je fais dans une de ces 2 maisons une suite de 5 pièces en lac de Chine. Mais c'est nous qui les faisons, les pièces, c'est pas les Chinois.
Et ça, c'est quand même extrêmement important. Ouais. Et la qualité qu'on apporte avec Anne, la cliente est une cliente très très précise, très pointilleuse. C'est une cliente haute couture, vraiment qui a l'habitude du savoir-faire français haut de gamme et qui va très loin dans ses exigences. Donc elle nous amène des gravures 19e, des petits ports de pêche de la région de Hong Kong. Et il faut qu'on reproduise dans nos décors ces scènes, mais d'une manière très très précise. C'est-à-dire que si le pêcheur a pas la rame du bon côté, elle nous fait une réflexion, il faut qu'on change. Donc il y a des clients qui sont très très exigeants et qui ont ce niveau d'exigence. Et on est capable d'offrir ça. Alors il y a le côté Made in France, parce que c'est des clients, ils aiment bien dire que tout vient de France, voilà. Mais malgré tout, au niveau qualité d'exécution, je suis pas sûr qu'à Hong Kong, avec les locaux, elle ait la qualité que Anne lui amène, voilà. Oui, et puis ce que vous expliquez aussi, c'est que l'ultra luxe, c'est l'ultra personnalisation. On parlait tout à l'heure d'expérience. Cette femme, ce qu'elle achète également, c'est cette expérience créative à vos côtés pour pouvoir mettre qui elle est, son histoire, dans son décor. Bien sûr. Et des ateliers comme les vôtres permettent ça, parce que vous avez volontiers l'ouverture de cette conversation. Mais du coup, ma question, c'est le rôle du décorateur. Est-ce qu'il laisse la place à cette conversation en direct ? Comment il trouve sa place, lui, là-dedans ? Il trouve sa place dans le sens où c'est quand même le chef d'orchestre. Nous, on travaille essentiellement avec des chantiers où il y a des décorateurs et des architectes. Et oui. On n'aime pas trop être en face directement avec la cliente. Les clients viennent ici, ils comprennent notre qualité, ils comprennent notre esprit. C'est important que les décorateurs les amènent. Mais le rôle du décorateur est très très important parce que c'est lui aussi. C'est le chef d'orchestre, c'est lui qui sait comment nous utiliser. Il a les clés pour nous ramener sur les chantiers et nous utiliser de la bonne manière. Oui, et puis vous coordonnez avec les autres corps de métier, entre guillemets. Exactement, c'est extrêmement important, c'est capital. Pour les sols, pour les textiles, pour les parties que vous ne prenez pas en charge, vous. Exactement, puis il a une vision globale du chantier. Nous, on est ultra spécialisés, on est très fort dans notre domaine, mais lui, c'est vraiment... Il a une vision beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'il va mettre tel basquiat sur... sur telle boiserie. Voilà, sur telle boiserie, avec un mobilier de Mark Newson à côté, ou un canapé Louis XVI avec une broderie ultra contemporaine et avec un banc de Lalanne en face. Enfin, il a une vision très très spéciale de là où il veut amener son client. Pour nous, c'est un élément clé. On n'aime pas travailler en direct avec les clients, en fait. Oui, vous avez besoin. Vous avez besoin de ce chef d'orchestre. Exactement, on a besoin de ce chef d'orchestre. Des chantiers comme cela, il faut aller les poser. Donc vous avez des équipes qui se promènent dans le monde entier ? Alors, on a des équipes qui se promènent dans le monde entier. On fait pas toujours nos pauses. Il y a des particularités sur des marchés, comme à New York, il y a des immeubles qui sont on appelle ça des union buildings, où il y a des syndicats où on n'a pas le droit de travailler en tant que Français. Donc il faut trouver des entreprises qui font partie de ce même syndicat. Donc c'est un cas très précis. Donc là, j'ai des partenaires qui sont américains, qui travaillent avec moi depuis 25 ans. On est copains depuis 25 ans. C'est de la confiance. Et il y a de la confiance. Ils connaissent parfaitement nos produits. Ils posent des boiseries pour nous depuis des dizaines d'années. Donc ils savent très bien comment ça se fait. Parfois, je l'utilise à New York, ces équipes qui sont des vrais bons partenaires. Voilà. Et c'est pareil en Russie. Là, on vient de livrer un chantier colossal à Tokyo, une maison qui fait plus de 35 000 m². On a travaillé avec un partenaire japonais qui a posé nos boiseries d'une manière extraordinaire. Et heureusement qu'on a eu ce partenaire, parce que ça s'est passé pendant le Covid, et s'il avait fallu qu'on pose les boiseries pendant le Covid, on n'aurait pas pu. Donc on aurait eu un vrai problème logistique et de pose. Et ce partenaire a fait ça de manière extraordinaire, avec des visios, on a fait des tutos, et on s'en est parfaitement bien sorti. Il travaillait avec des gants blancs, et c'était un vrai bonheur. Et on n'a pas eu un problème sur un chantier absolument monumental. C'est merveilleux. Et ce que vous dites, à travers les exemples que vous prenez, c'est 100% à l'étranger. Alors malheureusement, c'est un peu le problème de notre développement, c'est que on s'est développé quand même dans l'hyperluxe, dans le très haut de gamme, et en fait on travaille essentiellement à l'étranger pour des clients étrangers. On a très peu de clients français. Quand les clients français veulent des beaux décors d'époque, ils vont acheter un appartement où il y a déjà des grands décors existants. D'accord, c'est vrai. Et nous, on n'est pas très restauration de monuments historiques, donc on est plutôt dans la création. Ça nous embête, ça nous barbe un petit peu de restaurer l'existant. On a beaucoup de choses à faire dans la création ou dans la recréation, donc on n'ira pas forcément dans ce genre de marché. Voilà. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que ce goût français s'exporte extrêmement bien, mais ça va revenir. Oui, ça va revenir. Alors, on n'a quand même pas beaucoup de clients français qui investissent dans des boiseries, même modernes. C'est un marché qui est un peu difficile pour nous, quand même. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et on voit pas grand-chose chez nos concurrents ou pour des grands décorateurs parisiens.
c'est plus ce que c'était, voilà. Bah, tant mieux, parce que le temps que les grands collectionneurs français reviennent à cet esprit-là, ça nous permet, grâce à vous et grâce à vos concurrents, je pense à Merguet Carrère comme vos concurrents. Oui, le groupe Atelier de France est un groupe concurrent. Il y a Gohard, il y en a d'autres. Il y a aussi les Gazola, Aurige, et puis il y a aussi un autre groupe qui commence à arriver, qui sont c'est tous des groupes un petit peu, parfois un peu issus du BTP. Il y a pas mal de groupements qui mettent en place dans nos marchés. Nous, on veut pas rentrer dans ce principe-là, on veut rester très spécialisé, ultra spécialisé dans notre niche. On est qualifié un peu de star par nos concurrents parce que, bien sûr, ils ont pas 1% de notre collection, donc ils disent qu'ils sont concurrents, mais en fait pas du tout, parce qu'ils n'ont pas du tout la culture qu'on a. Ils essayent de montrer dans leur brochure, alors dès qu'ils démontent une boiserie à Versailles ou dans un monument où il y a des grands décors, ils les publient en photo, donc on a l'impression que c'est eux qui ont fait ces décors, mais pas du tout. Ils ont mis une couche de blanc ou une couche de doré, mais derrière ça a été fait par des entreprises comme la nôtre il y a 100 ans. Donc ça, on explique ça à nos clients pour recadrer un petit peu le débat. Mais, après, la concurrence reste saine et importante parce que ça fait vivre un marché, non ? Alors la concurrence reste saine et importante. Souvent, ces grands groupes ont l'intelligence de nous laisser travailler avec eux en partenariat. Et heureusement que ça se passe comme ça. Oui, ce qu'il faudrait pas, c'est qu'il y ait une tentative de domination par un grand groupe beaucoup plus gros que les autres. C'est ça qui serait dommage. Oui. À partir du moment où on a cette force historique et culturelle, le risque, il est assez minime. Mais c'est vrai que je sens qu'il y a des groupes qui ont une tentation de vouloir tout contrôler et d'avoir tout sous leur direction. Mais vous résistez. On résiste et on sait qu'ils ne pourraient pas faire ce qu'on fait. Et ils nous le disent eux-mêmes d'ailleurs. Ouais. Les clients finaux nous connaissent en fait parce que c'est un petit monde, c'est un monde de milliardaires. Bien sûr. Et en fait ils vont chez les uns et chez les autres, et même si des sociétés comme ça voudraient avoir ce type d'hégémonie, ils auraient du mal parce qu'on est là depuis longtemps et les références sont là et c'est des maisons qui vont rester pendant 100 ans, donc qui vont être transmises. Voilà, et on saura qui a fait les décors. Voilà. Ouais. Vous signez ou on le sait parce que c'est votre patte? On signe pas, mais il faudrait qu'on fasse des estampilles au dos de nos boiseries. On y pense sérieusement. Mais oui, pour l'histoire. Ce serait logique, oui. Et vous restaurez vos propres boiseries ? Oui, alors les boiseries anciennes qu'on a dans nos collections, quand on les vend, on fait la restauration. Mais chez vos clients, ceux qui transmettent leur maison ou qui récupèrent une maison décorée par vous il y a 80 ans, ils vous font revenir parfois, ça existe ? Ça peut arriver, oui. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Alors. Ah oui, parce que ça n'a pas besoin. En général, oui, ils en ont pas besoin. Mais c'est arrivé récemment, il y a une grande ambassade magnifique sur l'esplanade du Trocadéro, là, un hôtel fabuleux, et en rentrant il y a eu un gros dégât des eaux. En général, j'y vais pas, puis là, j'avais compris que c'était comme une adresse particulière, donc j'y suis allé, et j'ai retrouvé une maison magnifique qu'on avait fait il y a 100 ans, avec des décors extraordinaires, et j'ai retrouvé tous les modèles de notre société, donc ça m'a permis de comprendre que c'était nous qui avions fait ça, et avec plaisir, j'ai restauré ces décors. Ouais, bien sûr. Voilà. Un patrimoine et un savoir-faire. Exactement. Alors, on a parlé des anges gardiens. Une question du podcast, c'est: vous avez mal où le soir après une journée à l'atelier ? Vous courez toujours partout et vous êtes tout le temps debout. Vous avez mal où le soir ? En fait, c'est pas physiquement que j'ai mal, parce que je suis en forme. C'est plutôt mentalement, où c'est vrai que parfois on a tellement de choses en tête qu'il y a le déroulé de la journée qui se passe dans la tête et on se réveille en se disant « Ah, j'ai oublié de faire ça ou ça ». Et puis après, on voyage beaucoup. Il y a des gens dans mes équipes qui partent le dimanche soir à New York, qui le mardi sont à Los Angeles, le mercredi sont à San Francisco, le jeudi sont à Tokyo et qui font un petit tour à Bangkok le vendredi et qui rentrent le samedi d'après. Donc on a des gens qui font le tour du monde dans nos équipes, des chargés d'affaires, et eux ont encore plus mal à la tête que moi. Ils ont quel profil, ces gens ? Il y a beaucoup de compagnons, comme je disais. En chargé d'affaires, c'est des profils qui viennent du métier ? Oui, qui viennent du métier, oui. On est un peu obligé, parce que c'est quand même très technique. Bien sûr. Il faut être en interface avec les general contractors. Donc il y a un côté technique, il faut savoir maîtriser parfaitement l'aspect technique. On a un très bon niveau de plan. Oui. Les plans AutoCAD qu'on fournit servent de trame pour les appels d'offres des gros architectes, parce qu'on y intègre un nombre d'informations qui est énorme. Et comment vous les formez à tout cet aspect patrimonial et culturel que vous incarnez, parce que c'est votre vie, c'est votre destin, c'est votre passion, mais c'est pas évident de pouvoir transmettre à la fois un métier aussi technique, aussi culturel, aussi commercial, de savoir-être.
Comment vous faites ça? Est-ce que ce lieu transmet en lui-même? Peut-être que ce lieu est lui-même un... Oui, mais je pense que le lieu, il transmet par lui-même. Quand les gens viennent ici, ils sont fascinés. Ce qu'il y a dedans est fascinant aussi, parce que quand vous avez des décors uniques faits par Rateau, Ruhlmann, Ledoux, Emilio Terry ou des gens comme ça, qui sont des vrais stars des arts décoratifs, on voit une qualité unique. Et en fait, ça donne envie d'avoir cette qualité-là. Le fait d'avoir une telle accumulation de milliers de fragments faits par ces stars donne envie d'avoir cette qualité-là. Il donne pas envie d'avoir autre chose. Il y a rien de plus beau qu'un chêne arraché, Jean-Michel Franck, fait pour les Guerlain en 33, avec sa patine unique. Il y a plein de spécificités de tous ces décors qui sont extraordinaires. Et avoir la chance de les avoir sous la main nous permet de les reproduire en permanence et d'avoir un niveau de qualité que ces gens-là avaient. C'est vrai. Et vous formez les compagnons aux techniques de vente, aux choses un peu plus commerciales, puisqu'ils vont être en face quand même peut-être pas des clients, mais des... Alors en fait, on a une particularité, c'est qu'en fait, on n'a pas de commerciaux. Et en fait, les gens, c'est nous et c'est les gens qui viennent nous voir. C'est pour ça que je dis qu'on a une grosse perspective de croissance et qu'on est en train de s'organiser. Là, on a embauché un commercial pour la zone anglaise et américaine, mais on va développer cette partie-là avec des partenariats ou des commerciaux qui seront dépendants de notre société. Et on s'est rendu compte, en faisant quelques tests, qu'il y avait un réservoir de chantier qui est assez conséquent. Mais on veut pas se brûler les ailes, on y va doucement, on gère notre croissance de manière intelligente. Faut faire attention à la croissance. On s'en rend compte en ce moment. On cherche des profils en permanence. Là, on a besoin de 3 dessinateurs en urgence. On a du mal à les trouver. Même si on propose un salaire qui est conséquent, on est très très loin du SMIC. On offre la possibilité de former ces gens pendant 1 an parce qu'on sait qu'ils seront opérationnels qu'au bout d'1 an. On a beaucoup de mal à trouver. Tout à fait. Et ça, c'est une problématique criante dans tous les métiers d'exception, les métiers très rares. C'est que c'est extrêmement difficile de recruter. Oui, il faut avoir un gros réseau, il faut être proche des écoles, il faut avoir une belle image, il faut avoir une bonne organisation des bureaux d'études, c'est très important. C'est capital. Et il faut valoriser les profils qu'on intègre. Financièrement, évidemment. Valoriser, il faut les motiver, il faut qu'ils soient bien, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe important. Moi, je suis ravi de voir mes chargés d'affaires et mes dessinateurs faire la fête le vendredi soir au Café du Coin jusqu'à 10h du soir. Pour moi, ça veut dire que c'est réussi, quoi. Il y a l'esprit d'équipe et c'est extrêmement motivant et valorisant pour l'entreprise. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense à des personnes qui rachètent des ateliers d'art. Je crois que c'est vraiment la première chose à comprendre, c'est que la ressource humaine qu'ils ont dans ces ateliers, ils vont rien avoir de plus précieux à préserver et à valoriser. C'est capital, c'est essentiel en fait. C'est irremplaçable et c'est très très rare. Voilà, je pense que j'en profite pour passer ce petit message parce que il intéresse notre secteur, vous avez remarqué. Bien sûr. Il intéresse des investisseurs, il intéresse des gens qui n'y sont pas encore et qui ont envie d'y être parce que c'est passionnant. Mais voilà, il y a des erreurs à éviter. À éviter, bien sûr. Il faut garder notre âme. Là, hier, j'avais une équipe de Camondo qui était là. On va faire des visites. Là, j'ai des écoles d'archi parisiennes qui nous ramènent des étudiants en fin de cycle. Il y a les gens de l'école du Louvre aussi qui viennent faire des visites. On est très ouvert à ce type de visite et j'aime bien passer 2 heures avec un groupe d'étudiants pour leur transmettre ma passion. C'est capital. Et donc, il faut avoir le temps de faire ça. Et je prends quasiment 4 à 5 heures par semaine pour ça. Et c'est capital. C'est vraiment essentiel. Dans ces pièces historiques, si on se promène avec vous dans ce lieu magnifique sur cette verrière Eiffel, est-ce qu'il y en a une qui vous émeut particulièrement ? Il y a des cycles, il y a des pièces qui m'intéressent beaucoup. Il n'y en a pas une, il y en a plein. Je suis très ému par des décors. Le décor de Rateau pour Jeanne Lanvin, pour la rue Barbet-Jouy, il y a un décor extraordinaire parce que j'ai essayé de comprendre son mécanisme de création et j'ai réussi à voir une partie de ses archives. J'ai compris où il allait trouver ses sources d'inspiration et j'ai compris pourquoi il avait fait ces panneaux que j'ai là et où il avait été puisé dans les temples khmers, tel ornement, pour créer ce qu'il a créé. J'aime beaucoup essayer de comprendre comment tel décorateur a pu avoir la lecture du décor qu'il a créé. Et ça, c'est quelque chose d'un peu intellectuel, mais qui est essentiel à mon aide à la compréhension de ce qui se passe dans ce monde-là et dans ces créations de ces grands décorateurs. Je comprends. Vous avez au sous-sol une pièce avec que des cheminées. Oui, on a décidé de se lancer sur cette activité-là il y a déjà des années parce que on s'est rendu compte que les grands marchands de cheminées à Paris avaient quasiment tous disparu.
Dès qu'il y avait une très belle pièce, ils n'avaient pas les moyens de les acheter. Donc on s'est mis à acheter des pièces un peu extraordinaires, pas forcément pour en faire le commerce, mais pour montrer aux décorateurs et aux architectes avec qui on travaille qu'il n'y a rien de plus beau qu'une très belle pièce en boiserie avec une belle cheminée. Si on met une cheminée Louis XV fait en Inde par un mauvais atelier avec un décor Louis XVI, ça se casse la figure complètement. Donc on a été obligé de leur amener à faire comprendre qu'il fallait une cohérence dans le décor, même si jamais parfois on mélange du contemporain ou de l'art moderne avec nos décors, ça nous dérange pas. 40% de ce qu'on fait sont des décors contemporains pour des designers contemporains. Mais il y a des erreurs qui sont difficilement digestibles, et une mauvaise cheminée avec un très beau décor, c'est pas possible. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, ça nous a traumatisés, donc ça nous a obligés à mettre le doigt dans ce marché-là. Voilà. Ah, c'est intéressant. Et il me semble que vous m'aviez raconté que Karl Lagerfeld venait se promener dans vos cheminées. Alors, il est venu ici il est déjà venu il y a très longtemps, on lui a acheté des choses. Quand il a eu sa période 18e, il a acheté des boiseries assez importantes pour ses châteaux, qui malheureusement n'ont pas forcément été remontés, je les ai rachetés après. Et il est venu, on a eu la chance de faire la suite KL, la suite royale du Crillon, avec Aline Daman, qui était la chef d'orchestre de ce chantier-là. Karl Lagerfeld a fait cette suite-là, et on était les fournisseurs exclusifs de boiseries pour cette suite, et donc il a eu la chance de pouvoir nous faire travailler. Et on a eu beaucoup de chance de travailler avec lui, parce que c'est quelqu'un d'une culture extraordinaire, qui connaît énormément de choses et qui était intarissable sur plein de sujets. En matière d'art décoratif, c'était quelqu'un de fabuleux. Voilà. Sur les anges gardiens, il y a d'autres noms que vous auriez envie de donner sur ces personnes qui ont jalonné votre vie et auxquelles vous pensez là, à cet instant où on passe une heure à revenir un peu sur votre parcours? Il y en a un qui m'a beaucoup aidé au début, qui s'appelle Bob Rubin, qui est propriétaire de la maison de verre de Charot, qui est un passionné d'architecture, qui était un passionné de 18e. Avant la passion du 18e, il était un passionné de Bugatti et de Ferrari de compétition. C'est quelqu'un d'hors norme, c'est un collectionneur addict qui est quelqu'un d'une intelligence rare, qui m'a beaucoup aidé à mes débuts, avec qui j'ai fait un très beau chantier, et après il m'a appris plein de choses, plein de clés, il m'a beaucoup suivi, et je suis très copain avec lui encore. Donc lui a été important pour moi, et après j'ai eu une famille allemande qui m'a beaucoup aidé au début et qui m'a donné un chantier où j'ai pas eu de limite dans une maison qui était une maison mythique. C'était pour moi c'est une des plus belles maisons au monde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Alberto Pinto qui me l'a dit 2 fois lors de rendez-vous. Pour lui c'était la plus belle maison, c'est la Villa Fiorentina à Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui est une maison hors norme qui a toute la pointe Saint-Hospice. Il y a un parc de plusieurs hectares classé monument historique, avec cette maison sublime dans laquelle on a mis une vingtaine de décors historiques hors norme. Donc ça a été une cliente pour moi qui a beaucoup compté au début, parce qu'elle m'a donné sa confiance, et on a travaillé la main dans la main pendant 3 ans pour faire cette maison, qui est une des maisons les plus belles au monde, avec un partenaire extraordinaire qui était la maison Maty, Jean-Claude Maty, qui était un chef d'orchestre extrêmement important dans ce chantier-là. Et donc, c'est ces 2 personnes qui m'ont marqué. Mais après, il y en a plein. Michael Smith est un gros décorateur avec qui je travaille en permanence, et j'adore bosser avec lui. Et on est très copains, et on fait des chantiers hors normes. Mais il y en a plein d'autres. Hein. On va faire des jaloux avec nos histoires. Exactement, voilà. Alors, on a parlé du passé. On peut peut-être parler de l'avenir, parce que j'imagine que vous réfléchissez à la suite pour les 50 prochaines années de Féo. On fait que ça, en fait. Il faut anticiper tous les problèmes, il faut penser au futur. Donc, on a des axes de développement qui sont déjà prédéfinis sur différents marchés, qui sont l'Asie et l'Amérique. Donc, on a l'intention d'ouvrir des bureaux là-bas et des filiales, des petits ateliers pour déjà faire un peu de production ou de complément de production de ce qui va être fait en France. Et puis après, il y a forcément, on pense aux successions, et j'ai 4 enfants, et j'ai des neveux aussi, et puis j'ai aussi des partenaires avec qui je travaille qui sont aussi intéressés à l'entreprise de manière pérenne, et donc on réfléchit bien sûr à la suite, hein, on est obligé, il faut penser au futur. Et les enfants ont été embarqués dans cette aventure, c'est comme vous, un jour, et je vais les retrouver à mon micro, si c'est encore mon micro, si c'est pas ma fille qui pose la question, ou une de mes filles. Oui. Pour l'instant, ils sont encore en formation, ils sont dans les écoles de commerce ou des écoles d'art, beaucoup à l'étranger. Mes enfants sont parfaitement bilingues et ont été éduqués dans des écoles étrangères, donc comme on a une clientèle essentiellement étrangère, j'ai tenu à ce qu'ils aient une culture aussi très française, mais ils sont parfaitement bilingues et ils ont déjà des codes très intéressants pour le futur. Merveilleux. Ouais. Alors, je connais une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour vous avec sa baguette magique ? Oula. Je sais pas du tout. Vous aidez à recruter ? Ça, c'est mon problème principal en ce moment. J'ai envie de refaire un 2e livre. On a fait un très beau livre avec Rizzoli, avec Catherine Bonifaci. C'est important qu'on en parle, ouais. Une monographie sur Féo. Exactement.
Mais j'aimerais en faire un deuxième parce que je pense qu'on a la matière pour ça. J'aimerais bien que mes clients me permettent de photographier plus les chantiers. Oui, c'est parce qu'on fait des choses fabuleuses et extraordinaires et malheureusement, on est terrorisé par les NDA. C'est un peu obscur. NDA, c'est un accord de confidentialité. Voilà, exactement. Et donc, on passe un temps à signer ce genre de choses. Toutes les semaines, on en signe un. C'est dramatique. Mais vous travaillez pour les milliardaires... les plus grands milliardaires du monde. Exactement, on en comprend certains, d'autres qu'on comprend un peu moins. On aimerait pour notre communication et pour les transmissions de nos métiers, et puis ne serait-ce que pour faire avancer les goûts et les envies des uns et des autres, montrer ce qu'on fait pour les uns et pour les autres. Ça, c'est quelque chose qui... j'aimerais qu'on arrive à faire ça plus facilement. Vous posez la question parfois ? On vous dit non ou vous osez même pas poser la question ? Je pose très souvent la question, puisqu'on donc vous continuez à essayer. Exactement, on a compris que la communication était un axe essentiel dans le développement de l'entreprise. Bien sûr. Et on a quand même 16 000 photos faites par des professionnels. Depuis 30 ans, on a en permanence des shootings, on a une production qui est assez importante. On fait 80 pièces par an, donc c'est quand même beaucoup. Donc sur les 80 pièces par an, elles ne sont pas toutes soumises à ces NDA. On a l'avantage d'avoir quand même des clients sympathiques qui nous permettent de prendre des photos. Mais c'est très important, et c'est un de mes soucis majeurs dans les chantiers les plus iconiques, arriver à faire des beaux shootings. Il n'y a rien de plus beau qu'une belle photo. Alberto Pinto était photographe avant, était photographe de décoration. Le côté photo est extrêmement important dans notre communication, et pas que ça. Il n'y a pas que la com, il y a aussi de la création. Bien sûr. C'est extrêmement important. Documenter, nourrir une certaine culture. Exactement. C'est sûr, et ça rejoint le combat, le challenge de beaucoup d'artisans d'art de pouvoir parler de leur travail quand ils travaillent pour des clients de ce niveau-là. Oui. C'est certain. Bon, la baguette magique a du boulot, et c'est vrai qu'on entend ce que vous dites sur le recrutement. J'espère qu'on a la chance d'être écouté par pas mal de personnes complètement passionnées, experts, artisans, amoureux des métiers d'art. Vous allez certainement susciter des vocations qui vous rejoindront. J'espère, parce que c'est un très beau métier, on y prend beaucoup de plaisir, et rien de plus merveilleux que de ramener ces équipes dans un chantier qu'on a fini, où ils se rendent compte de la qualité de ce qu'on a livré, on voit les étoiles dans les yeux, et on se dit, voilà, j'ai pas travaillé pour rien, et le dessin, quand on le réalise, c'est extraordinaire. Et on laisse une trace dans l'histoire. Exactement, et on laissera une trace dans l'histoire. Voilà, ça c'est une certitude. Magnifique. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.